Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous ferons le point ce soir avec le professeur Michel Bongongo, qui est sénateur, mais également secrétaire général de l'UFC, parti cher à Léon Kengo Wadondo. Michel Bongongo avait également pris part aux concertations nationales. Professeur, bienvenue. Merci, madame. C'est la seconde fois que vous revenez dans cette émission. Oui, madame. Comment allez-vous? Très bien. Alors, on va aller rapidement dans le vif du sujet. Le chef de l'État avait tenu son discours devant le Congrès le 23 octobre dernier. Alors, quelle est votre appréciation? Est-ce qu'il a répondu aux attentes des concertateurs? Conformément à l'ordonnance que le chef de l'État avait signée pour convoquer les concertations nationales, il était question à l'issue des concertations que le chef de l'État s'approprie les recommandations de ces concertations nationales. C'est ce qui a été fait et tout le monde a été satisfait. Il en a fait une synthèse, il a dégagé la feuille de route de ce qui est urgent à faire, de ce qui est à court terme faisable, à moyen terme et à long terme. Et je crois que c'est un exercice que le chef de l'État a réussi. Il a également annoncé l'ouverture dont tout le monde attendait. Oui, le chef de l'État a annoncé l'ouverture. Il a défini sous la forme d'un gouvernement de cohésion nationale où il souhaiterait qu'il y ait à la fois les membres de la majorité parlementaire actuelle, les membres de l'opposition, ceux qui acceptent, n'est-ce pas, d'adhérer à ce programme, n'est-ce pas, du gouvernement, et les membres de la société civile. Et nous pensons que c'est une bonne chose au regard des impératifs que nous connaissons, au regard des problèmes que nous connaissons à l'heure actuelle, les problèmes créés par la mauvaise organisation des élections qui a abouti à une crise de légitimité, puisqu'il est difficile aujourd'hui d'établir une comptabilité exacte des résultats des élections. Je crois que la sagesse demande que nous puissions nous mettre ensemble pour recoudre ce qui peut être recousu et ensemble voir comment organiser l'avenir de notre pays. Mais alors, les FAC opposition regrettent le fait que cette ouverture ne concerne pas les Sénats, les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Oui, vous savez, l'ouverture politique se fait à l'intérieur de la Constitution. Si vous sortez de la Constitution, vous entrez dans une nouvelle ère, une ère, n'est-ce pas, transitoire, une ère de transition. À ce moment-là, nous mettons de côté la Constitution actuelle et nous créons une Constitution de transition. Or, ce n'est pas cela l'objectif. L'objectif est que, à cause des problèmes que nous connaissons, qui ont été créés par cette mauvaise organisation des élections, et à l'intérieur de la Constitution actuelle que le peuple a votée, comment réorganiser la vie nationale de façon à ce qu'on puisse reconstruire progressivement la cohésion nationale. Et à ce titre-là, quand nous référons à la Constitution, il se dégage que les institutions, il n'y a pas de vide institutionnel. La Constitution actuelle ne veut pas de vide institutionnel. C'est ainsi que cette Constitution dit ceci. Pour tous les mandataires qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, qui ont assumé ou qui assument un mandat, aussi longtemps qu'il n'y a pas de nouvelles élections et il n'y a pas de nouveaux élus qui puissent les remplacer, ils continuent, n'est-ce pas, le mandat. Donc ça signifie que le Sénat à l'heure actuelle, puisqu'on n'a pas encore eu les élections provinciales, on n'a pas de nouveaux députés provinciaux qui peuvent élire les sénateurs continuent, n'est-ce pas, et ils sont dans la légalité. Mais alors, vous pensez à présent que la démocratie consensuelle viendra secourir la démocratie institutionnelle?
Oui. Qu'est-ce que nous voulons dire? La démocratie institutionnelle, c'est celle qui se dégage des élections. C'est ça la véritable démocratie. C'est ça l'idéal démocratique. C'est-à-dire que il y a des mandats qui sont déterminés par la Constitution et à l'issue de ces mandats-là, il y a des élections qui sont organisées et le résultat des élections permet à des nouveaux élus d'entrer dans les institutions, de venir animer les institutions. C'est ça ce que nous appelons la démocratie institutionnelle. Aujourd'hui, cette démocratie institutionnelle connaît une panne. Nous devons avoir la vérité de le dire, puisque les élections que nous avons organisées en 2011 n'ont pas été des vraies élections. Il y a eu beaucoup de contestations parce qu'il y a eu beaucoup de tricheries. Et cette panne de la démocratie institutionnelle a créé une entorse, n'est-ce pas, dans la vie politique, a fait que la cohésion nationale en souffre aujourd'hui. Et comme aucune nation, aucun État ne peut fonctionner sans la cohésion de ses membres, nous allons au plus pressé. Le plus pressé, c'est recréer la cohésion nationale. Et pour recréer la cohésion nationale, nous disons, il faut une forme de démocratie consensuelle où nous disons, bon, écoutez, nous avons tous commis des erreurs, il y a eu tricherie, il y a eu mauvaise organisation, mais le fait est là, les uns sont au Sénat, d'autres sont dans l'Assemblée, il y a ceux qui n'ont pas été bien élus, il y a ceux qu'on considère comme ils ont été nommés, on se dit, bon, ok, prenons ça comme le point de départ, essayons de nous mettre ensemble avec ceux qui n'ont pas été élus. Peut-être qu'ils étaient élus, mais à cause de la mauvaise organisation des élections, ils ont été expulsés, n'est-ce pas, de deux institutions. Essayons de voir comment on peut colmater tout cela, mettre tout le monde ensemble, nous faire des concessions mutuelles, aussi bien la majorité puisse accepter que ceux qui n'ont pas été élus, cette opposition qui crie haut et fort que les élections étaient mal organisées et que beaucoup de ces membres, les membres de l'opposition, avaient été élus, que nous puissions nous mettre ensemble pour organiser la vie politique de façon à ce que, en 2016, nous puissions avoir des élections comme il se doit. Mais pour arriver à ces élections comme il se doit, il faut que les instruments qui vont nous amener à avoir de bonnes élections, nous puissions les élaborer. Et ces instruments, un des instruments majeurs, c'est le recensement de la population, c'est l'identification de la population. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans un pays où nous ne connaissons pas le nombre, n'est-ce pas, de nos habitants et nous avons difficile à fixer le nombre de sièges dans chaque circonscription parce que le nombre de sièges de chaque circonscription... On parlera de ce recensement. Je voudrais quand même que nous parlons de la cohésion nationale qui a suscité, qui va d'ailleurs dans très peu de temps, dans les jours prochains, susciter un gouvernement de cohésion nationale. Certains pensent même que le Premier ministre doit sortir de l'opposition, des opposants qui ont été aux concertations nationales. Êtes-vous aussi de cet avis ? Vous savez, il y a beaucoup de rumeurs pour le moment. Chacun essaye de tirer la couverture de son côté. Ce qui est important, c'est de respecter l'esprit et la lettre de la Constitution, de la loi fondamentale. Que dit la Constitution? La Constitution dit ceci. Que le Premier ministre sortira de la majorité. Le Premier ministre sort de la majorité du parti qui a gagné les élections et qui a la majorité au Parlement. C'est la majorité présidentielle. Non, ce n'est pas la majorité présidentielle. La majorité présidentielle, ce n'est pas un parti. C'est un ensemble, un assemblage de partis politiques. Alors, dans ce cas-là, on va vous entendre parler de la majorité parlementaire, de la majorité gouvernementale et aussi de la majorité présidentielle. Il y a vraiment un cacophonie là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous faire le nuance entre ces trois options? Qu'est-ce que c'est la majorité présidentielle, la majorité parlementaire et la majorité gouvernementale? Madame, la majorité présidentielle, commençons par la majorité présidentielle. La majorité présidentielle est un ensemble de partis politiques qui
qui ont décidé de constituer la famille politique du chef de l'État. Et cet ensemble de partis politiques, il s'est dénommé majorité présidentielle. Maintenant, à côté de cette majorité présidentielle, qui est une association des partis politiques qui sont derrière le chef de l'État, qui se reconnaissent, n'est-ce pas, dans le chef de l'État comme étant leur chef de file politique. Nous avons au Parlement un autre ensemble de partis politiques qui ne sont pas nécessairement de cette majorité-là. Je prends Palou aujourd'hui. Palou n'est pas de la majorité présidentielle. Mais Palou, avec les partis de la majorité présidentielle, constitue ensemble ce qu'on appelle la majorité parlementaire qui soutient l'action du gouvernement Matata. Et puisque Palou et la majorité présidentielle soutiennent cette action du gouvernement actuel, cette majorité parlementaire se confond avec la majorité gouvernementale. Elle est majorité gouvernementale parce qu'elle soutient l'action, le programme du gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le chef de l'État, au regard des recommandations des concertations, décide qu'il va mettre en place un gouvernement de cohésion nationale. Et le chef de l'État dit, dans ce gouvernement de cohésion nationale, il est important qu'il y ait aussi bien les membres de la majorité actuelle, pas la majorité seulement, pas seulement la majorité présidentielle, les membres de la majorité parlementaire. Parce qu'il faut dire que la majorité actuellement s'est élargie davantage. Elle va s'élargir, elle va considérer, laisse-moi vous expliquer. Donc, nous avons d'un côté cette majorité parlementaire actuelle qui va s'élargir. Et elle va s'élargir comment? En associant ceux qui ne sont pas dans cette majorité, qui sont de l'opposition parlementaire ou extra-parlementaire, mais qui acceptent, qui adhèrent au programme du gouvernement de cohésion nationale. Et le programme du gouvernement de cohésion nationale étant issu des concertations nationales. Comme cette opposition a participé aux concertations nationales et croit à ce qui a été fait aux concertations nationales, il n'est que normal que cette opposition se dise, puisque nous croyons, puisque nous pensons que la réalisation de ce programme, de ces recommandations, va transformer le pays, va permettre au pays de booster son développement, nous entrons dans une nouvelle majorité parlementaire où nous aurons aussi bien les opposants, ceux qui acceptent d'y entrer, comme ceux de la majorité actuelle qui acceptent de s'associer à l'opposition. Que devient l'opposition? C'est ça le grand problème. Revenons, j'aimerais quand même qu'on revienne à la désignation du Premier ministre qui doit sortir de la majorité présidentielle. Si l'actuel Premier ministre est reconduit au prochain gouvernement, quelle sera votre réaction? Madame, c'est trop tôt. On ne peut pas se poser ce genre de questions aussi longtemps que le chef de l'État, qui a les prérogatives de désigner le Premier ministre, ne l'a pas encore fait. Une fois que le chef de l'État va prendre sa décision de désigner n'importe qui, un quelconque, n'est-ce pas, Premier ministre, l'opposition se réunira et l'opposition prendra position. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas nous mettre à dire, écoutez, si ce n'est pas ça, c'est ça, non. Cette attitude-là n'est pas rationnelle. Elle est passionnelle. Nous ne sommes pas dans la passion. Nous sommes dans la rationalité politique. Il faut d'abord que
celui qui est le moteur de l'action pose, n'est-ce pas, des actes. Et l'acte que nous attendons du chef de l'État, c'est celui de désigner un Premier ministre ou éventuellement un informateur pour constituer, n'est-ce pas, cette nouvelle majorité parlementaire. Et l'acte que posera le chef de l'État suscitera évidemment de réactions. Est-ce que nous pouvions avoir une idée de réaction que ça pourrait susciter si jamais, si et seulement si, le Premier ministre sortant, on peut dire, sera reconduit? Madame, la réaction, c'est normal. Tout acte que le chef de l'État pose suscite des réactions et doit susciter des réactions. C'est tout à fait normal. Ces réactions ne sont pas des réactions épidermiques. Ce ne sont pas des réactions individuelles. Vous ne pouvez pas me demander quelle sera ma position si le chef de l'État... Non, ce n'est pas ma position qui importe. C'est la position de la communauté de l'opposition qui importe. Quand le chef de l'État va poser, n'est-ce pas, cet acte-là, l'opposition dans son ensemble, du moins ceux qui acceptent d'entrer dans ce gouvernement, ceux qui acceptent de voir les recommandations des concertations s'exécuter, cette opposition va se réunir, va examiner de façon rationnelle quels sont les avantages que nous avons à ce que nous ayons un Premier ministre qui ne soit pas de l'opposition, quels sont les désavantages que nous avons si nous avons un Premier ministre qui n'est pas de l'opposition, et nous allons passer cela, n'est-ce pas, au crible, pour voir si la position que nous allons adopter comme opposition, c'est une position rationnelle, raisonnable. Donc, il faut élaguer, il faut éluder toute position passionnelle. Hein? Nous sommes habitués à vivre dans la passion. Non, la politique est une activité rationnelle. Dynamique. Dynamique, et elle doit à chaque moment, madame, être rationalisée. Nous ne pouvons pas vivre dans des sentiments, il n'en est pas question. Il y a quelque temps, Léon Kengo Adondo avait déclaré un gouvernement d'union nationale et il a été traité par CIPER de vouloir organiser un putsch institutionnel. Que dites-vous maintenant? Vous savez, monsieur Léon Kengo Adondo, c'est un homme qui n'agit pas avec la passion. Il analyse. Je crois que vous m'aviez posé cette question la dernière fois. Je vous ai dit, c'est une hypothèse de travail. C'est-à-dire que c'est une hypothèse que nous posons et nous essayons maintenant d'analyser les conséquences de cette hypothèse. Est-ce que, en ayant un gouvernement d'union nationale, comme il avait dit, aujourd'hui on appelle ça un gouvernement de cohésion nationale, à quoi ce gouvernement va nous conduire? Est-ce qu'il va nous conduire à améliorer la situation de notre pays ou bien il va nous faire regresser? Voilà, c'est cette analyse-là que nous faisons. Et nous pensons que si réellement opposition, majorité, société civile, comme le chef d'État lui-même l'a dit, se retrouvent et que ceux qui seront choisis, désignés, ont le profil voulu, on peut faire avancer les choses, on peut reconstruire la cohésion nationale. Et pour Léon Kengo Adondo, comme pour nous, la cohésion nationale n'est pas la cohésion de la classe politique. La cohésion nationale doit permettre de créer la cohésion sociale. C'est-à-dire que ce gouvernement doit nécessairement donner à la population des signaux qui permettent à cette population de croire que dans un très bref délai, sa situation sociale va s'améliorer. Maintenant que les chefs de l'État n'ont fait que confirmer ce qu'avait déclaré Kengo Adondo, qu'allons-nous, que peut-on tirer comme conclusion? Le chef de l'État n'a pas confirmé. Madame, là vous êtes dans la passion. Le chef de l'État n'a pas que confirmé ce que le président du Sénat avait dit. Non. Le président du Sénat a avancé une hypothèse. Cette hypothèse a été examinée durant les concertations nationales et nous sommes arrivés à l'évidence qu'il nous faut une gestion consensuelle
compte tenu de la crise, n'est-ce pas, de déficit de cohésion nationale. Qu'est-ce que le chef de l'État a fait? Il s'en est approprié. Et c'est ça la fonction du chef de l'État. Le chef de l'État n'invente pas la roue. Le chef de l'État vient s'approprier comme étant la conscience de la nation, la conscience personnalisée de la nation. Il s'approprie ce que tout le monde ou ce que la grande majorité pense en disant peut-être c'est ça la voie, nous allons suivre cette voie-là. Alors, lors du conclave dont le parti cher Léon Kengo Adondo avait également fait partie, les opposants avaient rejeté toute idée de former un gouvernement d'union nationale. Et maintenant qu'on constate que vous avez changé d'avis, est-ce qu'on peut savoir ce qui a motivé ce qui a motivé ce changement? C'est simplement la rationalisation, comme vous le dites. Mais madame, si vous lisez, et d'ailleurs c'est moi qui avais lu le rapport général, nous n'avions pas rejeté toute idée d'un gouvernement d'union nationale. Nous n'avons pas rejeté toute idée de concertation nationale ou de dialogue. Nous avons posé des préalables. Et ces préalables, il y avait essentiellement le préalable concernant la commission préparatoire paritaire mixte pour préparer ce que nous appelions nous le dialogue, ce que nos amis appelaient les concertations nationales. Ce préalable a été rempli. Il s'est créé le groupe de contact qui a préparé en amont les concertations nationales. Et nous croyons que ce travail a été bien fait. Nous avons posé les préalables d'un facilitateur. Nous avons eu notre papa, le président Sassou Nguesso, qui était désigné comme étant l'accompagnateur. On peut utiliser des mots, accompagnateur, facilitateur. Il était là et il a joué un rôle très discret, mais très efficace pour, n'est-ce pas, sensibiliser les uns les autres dans cette voie, n'est-ce pas, des concertations. Nous avions posé le problème de prisonniers politiques et d'opinion. Et ça a été bien inscrit dans les concertations nationales. Il était question d'une grâce présidentielle. Il était question d'une amnistie. La grâce présidentielle concernant les détenus, les prisonniers, ça a été fait. On pose la question aujourd'hui, on dit, mais nos frères, nous avons aussi posé cette question. On dit, mais que deviennent nos frères Diomi et d'autres? On a dit non. Eux, comme ils ne sont pas jugés... On parlera de cela. Moi, oui. J'aimerais quand même que vous me donniez votre réaction quand d'aucuns pensent que la cohésion nationale, c'est autour de pensées et non des individus. La cohésion nationale, excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Que la vraie cohésion nationale est autour de pensées et non des individus. Quelle est votre réaction? La cohésion nationale, madame, c'est essentiellement les comportements. Le comportement des individus, le comportement de la collectivité. Mais la vraie cohésion, c'est autour de pensées. Autour des comportements, c'est ce que vous appelez la pensée. Autour des comportements. Quel est notre comportement aujourd'hui vis-à-vis de la nation? C'est le désespoir. Heureusement que ce désespoir, de plus en plus, l'espoir commence petit à petit à renaître, à prendre place. Il faut aussi le reconnaître. Le désespoir, quoi, c'est un comportement, c'est une attitude. Et vous êtes journaliste, vous entendez les gens dire c'est une attitude de désespoir. Les gens sont déçus. Pourquoi? Les gens sont désespérés. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. Parce que les conditions minimales de vie ne sont plus réunies.
Alors ils se disent, à quoi bon vivre dans ce pays? C'est ce sentiment, madame, d'espoir que nous devons recréer. Et pour le recréer, il faut que ceux qui ont la responsabilité de mener les autres aient cette possibilité, cette détermination de se parler, de dialoguer. C'est ce que les concertations nationales ont fait. En parlant de dialogue, il y a encore d'autres opposants qui continuent à insister sur le vrai dialogue. Pourquoi on n'en tient pas compte? Mais madame, c'est leur droit aussi de penser qu'il faut qu'il y ait un vrai dialogue. Il n'y a personne qui a été chassé des concertations nationales. Je me rappelle même, concernant nous de l'opposition, les sièges qui étaient prévus pour nos frères de l'UNC sont restés vides. Nous ne les avons pas occupés. Nous avons dit, c'est leur siège, ils viendront le moment où ils le voudront. Les concertations nationales ont été des concertations ouvertes. Qui ont répondu à l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba et à la résolution 24-28. Exactement, madame. Mais les gens sont libres. Il faut laisser aux gens la liberté d'adhérer à un programme, d'adhérer à une vision. Parce que si vous forcez les gens à adhérer à une vision, nous retombons dans le parti-État. Nous retombons dans le impair. Non. Ici, c'est la liberté, c'est la conscience de chacun. Et cette conscience agit dans chacun en temps opportun. Aujourd'hui, moi, je prends conscience que je dois faire ceci. Peut-être que vous allez le faire demain. Mais entre-temps, nous ne pouvons pas bloquer la vie de la nation. Nous ne pouvons pas prendre en otage toute une population parce qu'il y a Bongongo qui ne veut pas adhérer. Non. Mais puisque vous évoquez l'UNC, qui est le parti cher à Vital Kamerhe, beaucoup pensent d'ailleurs que sont ceux deux-là, c'est-à-dire Vital Kamerhe et Tshisekedi, les concertations nationales ont été un rendez-vous raté de l'histoire. Ont-ils tort? Ils ont tort. Ça a été un rendez-vous raté pour eux, parce qu'ils n'ont pas voulu venir. Mais nous n'avons pas le droit de bloquer toute une nation, parce que Papa Tshisekedi ne veut pas encore venir, et mon frère Vital Kamerhe refuse de venir. Non. La cohésion nationale, madame, c'est une maison. Ce que nous avons fait, c'est les fondations de la cohésion nationale. Faut-il encore construire? Nous ne disons pas que parce que le président Vital avec son parti ne sont pas venus, parce que le président Tshisekedi n'est pas venu, qu'on leur ferme la porte et qu'ils ne viendront plus. Non, il faut continuer à leur parler. S'il y a moyen de leur parler, on leur parle, de façon à ce qu'à un moment donné, ils viennent ajouter leurs briques dans la construction de cet grand édifice qui est la cohésion nationale. Puisque nous parlons de Tshisekedi, qui venait de faire d'ailleurs une brève parution, mais qui n'a pas abordé les questions de l'heure, comment avez-vous jugé cela? Dans son apparition à la presse, il n'a pas du tout abordé les questions de l'heure, alors que beaucoup pouvaient attendre aussi sa réaction par rapport à ce qui se passe. Mais madame, c'est son droit. Pourquoi vous voulez que chaque fois que le président Tshisekedi sort, il doit parler? S'il juge qu'il n'a rien à nous dire pour le moment, pourquoi doit-il parler? Mais cela ne signifie pas que, parce que notre patriarche... On peut considérer que qui ne dit mot consent. Je ne veux même pas utiliser cet adage qui est vrai. Je ne veux pas l'utiliser. Mais pourtant, ça se vérifie. Hein? Oui, madame, mais moi, ce qui m'importe, ce sont les faits. Je constate qu'il ne dit rien. OK? nous continuons la course. Parce que la vie de la nation est en danger. Nous pouvons également considérer qu'il a consenti sur tout ce qui se passe. Je n'ai pas un jugement de valeur
à émettre sur les attitudes silencieuses du président Tshisekedi. Ce qui est important pour moi, c'est que quand il parle, je dois prendre position. Mais aussi longtemps qu'il ne parle pas, je continue. C'est comme ça. C'est ça la rationalité. Voilà. Alors, êtes-vous sûr que nous aurons les élections en 2016? Mais pourquoi nous n'aurons pas les élections en 2016? Mais nous disons ceci, pour que nous ne pouvons pas, madame, avoir n'importe quelle élection en 2016. Nous ne pouvons pas renouveler ce que nous venons de vivre en 2011. Pour ce faire, mais il faut poser les jalons, il faut remplir les préalables. Alors que d'autres opposants disent que les concertations nationales ont été organisées pour pouvoir maintenir Joseph Kabila jusqu'au-delà de 2016. Mais le chef de l'État, qu'est-ce qu'il a dit dans son discours? Le chef de l'État a insisté sur le respect strict et absolu de la Constitution. Que dit la Constitution en ce qui concerne le mandat présidentiel? Ce mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. Le chef de l'État n'a pas dit que, bon, je vais encore me représenter pour un 3e mandat, donc je vais changer la Constitution. Non, ça, ce sont des procès d'intention. La rationalité commence par la parole. Non, mais lorsque on dit pendant les concertations nationales qu'avant d'organiser les prochaines élections présidentielles, il faudrait recenser la population, alors que nous savons tous que le recensement de la population peut nous prendre à peu près 5 ans. Non. Pourquoi, madame, ce recensement de la population va nous prendre 5 ans? Mais commençons déjà. Nous ne faisons rien, mais heureusement que le plan a commencé. Notre ministère du plan a commencé. Maintenant, le travail, c'est au niveau du ministère de l'Intérieur. Mettons-nous au travail. Au lieu de nous prêter les uns des autres, n'est-ce pas, de nous faire des procès d'intention, mettons-nous au travail. Nous allons tous le constater. Nous allons constater si ce recensement, cette identification de la population va prendre 5 ans ou pas. Mais aussi longtemps qu'on ne fait encore rien, on se dit non, ça risque de prendre 5 ans. Mais entre-temps, vous ne faites rien. Les jours passent. C'est irrationnel, ça. Ce qui est vrai, c'est que si nous faisons les élections comme nous les avons fait en 2011, ça va être une catastrophe pour la cohésion nationale. Et nous risquons d'arriver à des choses inimaginables. Et il faut que nous évitions ça. Mais personne ne dit que ce travail ne peut pas se faire d'ici 2016. Mais mettons-nous d'abord au travail. Le résultat, d'ici 2016, que nous aurons. Alors que les choses tirent déjà à longueur, la mise en place du prochain gouvernement tire à longueur, jusqu'à ce qu'on mette en place le prochain gouvernement et jusqu'à ce qu'on organise les choses qui est remises et reprises, etc., jusqu'à ce qu'on recommence à recenser la population. Ne pensez-vous pas, alors que le chef de l'État n'a que 3 ans qui lui restent, ne pensez-vous pas que plus les choses tirent à longueur, plus les recensements tireront également à longueur? Non, madame, les choses ne tirent pas en longueur. Le chef de l'État, nous venons de concertations où il s'est créé à vol un nouvel esprit, un esprit d'unité au sein de la classe dirigeante, politique, intellectuelle. Le chef de l'État s'en est approprié et celui qui a la charge de la mise en œuvre de ces recommandations, c'est d'abord le chef de l'État. Il n'est que normal que le chef de l'État donne le temps à chacun de nous, dans sa majorité, dans l'opposition comme dans la société civile, pour intérioriser tout ce travail. Évitons de faire les choses dans la précipitation. Et nous avons souvent échoué parce que nous avons des bonnes idées, nous le faisons dans l'élan de la précipitation
Et nous commettons beaucoup d'erreurs dans l'application des bonnes idées que nous avions. Vous regardez seulement l'histoire de notre pays. Beaucoup d'idées ont été des idées merveilleuses. Mais on s'est précipité à réaliser cela. Moi, j'estime que ce silence que nous avons tous observé, ce silence que le chef de l'État a observé, nous permet de mieux agencer les choses, de faire descendre un peu les tensions. Ce discours a provoqué quand même de la passion, des tensions dans la majorité. Mais il faut donner à cette majorité le temps de malaxer tout cela et de voir... De digérer, on peut dire. Hein? Oui, de digérer tout cela et de voir comment il faut mettre ça en place. Et n'oublions pas aussi que le chef de l'État est en même temps le chef de file de la majorité. Il est le leader de cette majorité, tout en étant le chef de l'État. Donc, il y a un travail de pédagogie qui a été fait pendant cette période qui sépare le discours du chef de l'État jusque maintenant, avant, n'est-ce pas, la nomination ou la désignation du Premier ministre, et les esprits se tassent, les gens discutent, et c'est de cette discussion que va naître une véritable rationalité dans la gestion consensuelle de notre nation. Alors, que pensez-vous à présent de la grâce présidentielle? Êtes-vous satisfait? Je répondrai autrement. Ce n'est pas la grâce présidentielle qui va nous satisfaire seulement. C'est tout le processus conduisant à ce que les prisonniers politiques et d'opinion soient libérés. Mais il y a une certaine opinion qui pense qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en République démocratique du Congo. Oui, il y a une certaine opinion. Il y a des politiciens prisonniers et non des prisonniers politiques. Non, madame, des politiciens prisonniers... Vous savez quand même faire la nuance. Oui, des politiciens prisonniers, des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion, ça existe. Ça aussi, vivons dans la vérité. Ce qui est important, puisque vous me posez le problème de la grâce présidentielle, ce qui est important ici, c'est de comprendre ce que c'est que la grâce présidentielle. Dans cette grâce présidentielle, on ne pouvait pas avoir ceux qui sont encore aujourd'hui des prévenus, qui ne sont pas jugés. On ne pouvait pas les avoir là-dedans. Ce n'est pas prévu dans notre droit. Eux peuvent être concernés, nous espérons, nous allons nous battre pour qu'ils soient concernés dans l'amnistie générale. Mais il y a un certain nombre de pas qui ont été faits, il faut le reconnaître, dans ce que nous avons demandé en matière, n'est-ce pas, du respect des libertés. Mais il y a encore beaucoup à faire et nous y veillons. Voilà, professeur, on va parler de la décentralisation. Que pensez-vous de la mise en place de manière progressive de nouvelles provinces? Oui. Il y a deux thèses qui s'affrontent. Il y a une thèse qui dit « Nous voulons la mise en place immédiate des nouvelles provinces, quelles que soient les conditions. » Et cette thèse dit, quand les colons sont venus, ils n'avaient rien trouvé, ils ont créé des provinces et les provinces ont été vivables. Il y a l'autre thèse qui dit, au regard des impératifs du développement, au regard des moyens dont nous disposons, il est difficile de faire une mise en place immédiate. Il faut aller progressivement. Je pense sincèrement, du point de vue de la rationalité, je pense que la deuxième thèse est la meilleure, est la plus opportune aujourd'hui. Le pays connaît énormément de problèmes. Nous ajoutons encore un problème en ce qui concerne la
la mise en place, la mise en œuvre totale, n'est-ce pas, des provinces, nous risquons de nous embourber. J'adhère à cette deuxième thèse. Et voilà, on tend vers la fin, professeur. On va aller rapidement pour pouvoir épuiser toutes les questions. On annonce bientôt un conseiller de chef de l'État chargé de questions d'enrichissement illicite et de la corruption. Ne pensez-vous pas que cela viendra mettre en interférence le pouvoir judiciaire? Quel est l'état de notre pouvoir judiciaire? Il ne faut pas se cacher. Quel est l'état? Nous avons dénoncé ça lors des concertations nationales. Notre pouvoir judiciaire est malade. Si aujourd'hui nous connaissons cet enrichissement illicite, démesuré, c'est parce que le pouvoir judiciaire ne fonctionne pas comme il se doit. Je ne dirais pas que c'est la faute des magistrats, tout ça. Non, c'est parce que ce pouvoir judiciaire n'a pas son autonomie. Il n'a pas son autonomie financière. Il n'a pas son autonomie administrative. Que ce pouvoir est encore trop politisé. Alors, face à cette situation où nous devons passer à la réforme de la justice, à la réforme de ce pouvoir judiciaire, devons-nous nous croiser les bras en disant « attendons que la réforme termine, les autres n'ont qu'à continuer à piller le pays et advienne que pourra ». Non, ça c'est une attitude irresponsable. Je pense que ce que le chef de l'État a fait, c'est un palliatif en attendant que le pouvoir judiciaire fonctionne. Parce que le pouvoir judiciaire ne fonctionne pas, maman, vous le savez bien. Aujourd'hui, pour gagner un procès, si vous êtes pauvre, vous ne gagnerez jamais un procès. Vous le savez. Vous savez les manigances qu'il y a entre le juge et les avocats, tout ce monde-là. Devons-nous nous croiser les bras? Non, pas du tout. Pas du tout. On y va rapidement, professeur. Oui. Le rapport Doing Business, annoncé dernièrement, n'est pas encore favorable à la RDC. D'après vous, quelle peut être la raison? Non, il n'y a pas de raison. C'est la réalité, madame. Nous devons avoir le courage d'être humbles et modestes dans nos résultats. Comment voulez-vous que nous puissions avoir une performance en termes de cadrage macroéconomique pendant que notre population vit dans la misère, pendant que la maman qui va au marché est incapable de s'acheter ce qui est nécessaire à la vie de sa famille? Nous devons avoir le courage. Nous ne devons pas considérer que ceux qui nous font ce genre de remarques, ils sont contre nous. Nous ne devons pas toujours politiser les choses. Acceptons que pour le moment, nous sommes loin de tous les succès économiques que nous prétendons. Cela va nous permettre de travailler encore de plus belle. Nous sommes loin de succès économique, bien sûr, mais pas du tout loin de succès militaire. Alors nous félicitons également dans cette émission les prouesses que font montre les FARDC qui ont finalement conquis tous les territoires nationaux. Quel est votre sentiment par rapport à cela? Madame, nous avons crié ici, dénoncé, nous avons dit, il faut donner à cette armée les moyens nécessaires pour se battre. Parce qu'un pays sans armée ne vaut rien. Je ne peux qu'être fier de ces frères qui perdent leur sang, leur vie pour la nation. Mais à côté de ces victoires militaires, nous n'allons pas créer la paix seulement avec les victoires militaires. Il y a la voie de la démocratie et il y a la voie politique. Je crois que le chef de l'État, à un moment donné, il avait parlé de stratégie, de cette triple stratégie. C'est profond. Il ne faut pas que nous puissions nous leurrer dans
dans ses prouesses, comme vous le dites, militaires, croire que c'est terminé, nous avons la paix. Non. Gagner une guerre, gagner une bataille n'est que le début de la création des conditions de paix. Mais pour que vous puissiez avoir la paix, il faut que la stratégie politique fonctionne à plein tube et il faut que la stratégie diplomatique emboîte le pas. Donc les trois stratégies mises ensemble vont permettre à l'est de notre pays, à notre pays, de retrouver sa paix sociale et civile. Alors, que faudra-t-il faire pour que demain ou un jour, les rebelles, les ex-rebelles du M23 ne revendiquent pas l'accord qui sera signé à Kampala? Ne revendiquent pas, mais s'il y a un accord qui est signé, ils vont le revendiquer. Si nous signons un accord avec M23, c'est un accord politique, ils vont le revendiquer. Alors que le gouvernement nous annonce ce matin qu'il ne sera plus question d'accord, mais plutôt des déclarations. Mais nous verrons, je ne suis pas là, je ne suis pas à Kampala, je ne sais pas ce qui se fait, parce que ce qui se fait à Kampala, c'est très très cloisonné. Mais ce qui est important, c'est que ce pays qui est entouré de 9 pays frontaliers ne peut pas vivre de guerre en guerre. Il doit pratiquer la politique de bon voisinage avec ses voisins extérieurs et avec sa population à l'intérieur. Si nous parvenons à renouer cela, nous aurons beaucoup gagné, madame. Voilà, professeur, nous sommes à la fin. Nous vous avons écouté religieusement et nous avons constaté que vous êtes plutôt de la majorité que de l'opposition. Maintenant que la plupart des opposants, ou pas, sinon pas tous, vont adhérer à la majorité, qui seront vos opposants? Madame, moi je ne suis pas de la majorité. Je suis de l'opposition. Mais s'il y a quelque chose qui se fait comme il se doit pour la population, pas la majorité, je dois l'affirmer. S'il y a quelque chose que la majorité fait pour faire souffrir la population, je vais dénoncer. Et j'ai toujours eu cette position et je ne suis pas le seul à avoir. Ça, c'est un. 2. Si demain, il se fait que, au regard du travail que nous avons fourni dans les concertations nationales, il y a un gouvernement de cohésion nationale qui se forme et que nous sommes invités dans ce gouvernement de cohésion nationale, nous allons y entrer. À ce moment-là, nous ne serons plus de l'opposition, nous serons de la nouvelle majorité parlementaire. Que deviendra l'opposition? Ceux qui n'entreront pas, parce qu'il y en aura, ceux qui ne seront pas d'accord avec ce qui a été fait dans les concertations nationales, eux, ils vont rester dans l'opposition et c'est une bonne chose et ils vont veiller à ce que ceux qui vont entrer réalisent. Ils seront tellement minimes ils auront vraiment du mal à faire le contrepoids. Hein. Madame, détrompez-vous, je ne pense pas qu'ils seront minimes. Je crois qu'il y aura un équilibre qui va s'établir. Parce que même ceux qui sont de la majorité, vous pouvez aussi avoir certains qui vont rejoindre l'opposition s'ils n'entrent pas, n'est-ce pas, dans ce gouvernement de cohésion nationale. Donc, la dynamique majorité-opposition subsistera et c'est une bonne chose pour la vie de la nation. Alors, professeur, merci beaucoup. Merci, madame. Nous avons fait le point de l'actualité ce soir avec le professeur Michel Bongongo, qui est sénateur, mais également secrétaire général de l'UEFC, qui est le parti politique cher à Léon Kengo Adondo. Professeur Bongongo est également concertateur, donc il avait pris part aux concertations nationales. Nous vous retrouvons très prochainement, c'est-à-dire la semaine prochaine, le mardi à 20h30, avec un nouvel invité. D'ici là, prenez bien soin de vous.